Non, parce que ça a le contexte. Ça peut faire un encadrage. Le moment tant attendu est là, on va devoir commencer. Si tu parles une sagesse indienne, vous savez que ce peuple a toujours lutté pour se libérer. Et donc nous allons devoir commencer cette convention. Là, c'était le premier cri de guerre que nous avons appris ensemble. Le deuxième cri, peuple, plus rien ne se passera sans nous. Ok? On peut aller. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Sokolobi, Okufa, Sokolobite, Bongo, Loba, Okufa. Voilà, donc nous allons devoir commencer. Nous pensons que tout le monde est là et nous allons commencer par l'hymne national. Debout.
Chers participants, au moment où je prends la parole devant vous, à cette occasion solennelle et historique, je vois venir vers moi les souvenirs puissants et la conscience aiguë que la démocratie et l'état de droit, pour lesquels nous nous sommes engagés, ont été un cheminement d'une longue lutte. Des compatriotes d'horizons différents, animés d'un même idéal, ont accepté de donner de leur vie, voire jusqu'au sacrifice suprême pour qu'au peuple soit garanti le droit de vivre dans un pays libre. C'est pourquoi je mesure la gravité des instants actuels qui sont une charnière entre cette volonté démocratique et le risque aujourd'hui majeur d'un retour à l'arbitraire et à l'éclatement du consensus national qui a fait que malgré nos différences idéologiques, nous avions tout le monde réussi à nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs qui font du jeu démocratique un jeu civilisé. Je voudrais, chers amis, nous rappeler encore qu'aujourd'hui, je voudrais, chers amis, nous rappeler encore qu'aujourd'hui, la famille de l'opposition politique que nous représentons et nos partenaires de la société civile dans le cadre de la plateforme Sauvons le Congo portent sur leurs épaules l'immense devoir d'amener le peuple à l'exercice de ses droits politiques, droits qui sont à ce jour mis en cause par une attitude politicienne dictée par la peur et l'arrogance de certains dirigeants qui pensent s'être exemptés d'appliquer la volonté du peuple. Nous sommes ici pour un devoir de responsabilité à l'endroit de notre peuple pour lequel nous devons montrer le chemin de la liberté et du progrès. Nous sommes ici parce qu'il est de notre devoir, disais-je, d'élargir les champs du possible quand on cherche à nous imposer des violations de la loi constitutionnelle et des passages en force par une majorité qui a fini par de croire en ses propres capacités de porter seul idéal démocratique, même dans le mépris total des aspirations profondes de nos citoyens. Nous sommes ici pour manifester notre attachement à cette nation, la seule que nous ayons en partage et pour laquelle nous avons prêté un serment moral, celui de lui donner le meilleur de nous-mêmes et de toujours garantir les voies de l'espérance et du progrès. Nous sommes ici parce que notre pays va mal dans tous les secteurs de la vie nationale. La paix n'est pas totalement rétablie sur l'ensemble du territoire national. L'insécurité et les tracasseries de tous ordres constituent le lot quotidien de nos populations. Assassinats, viols, enlèvement, déplacement des populations, prolifération des groupes armés. Les Congolais ne mangent pas à sa faim. Nos enfants ne sont pas correctement scolarisés ni soignés. Nos familles sont privées d'eau potable, de l'électricité et de logements décents. Hier, c'était la journée mondiale de l'électricité. On a demandé à l'occasion qu'on puisse éteindre la lumière dans tous les pays du monde, mais hélas, pour notre pays, force est de constater que celle-ci était quasiment éteinte depuis des lustres. Nous venons d'apprendre, pas plus tard qu'hier, à travers les médias périphériques, qu'un policier s'est donné la mort au Catalan, à Lubumbashi plus précisément, parce qu'il n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois, alors qu'il recevait 100 $. À son recrutement, il perçoit aujourd'hui la moitié de sa solde, équivalent à 50 $ américains. Le sort de ces policiers, c'est celui de tous les salariés de l'État congolais, fonctionnaires, les corps professoral, académiques, scientifiques, administratifs dans nos universités et instituts supérieurs, des étudiants sans bourse d'études, des enseignants, des médecins, des infirmiers et j'en passe. Chers participants, au cours de la caravane de la paix que nous avons conduite au nord et aussi la précarité et les cris de détresse de nos citoyens, nous sommes ici pour que ces éléments recueillis à la base puissent nous permettre, dans les différentes commissions, de paver la route
pour l'émergence d'un Congo qui va assurer le bien-être congolais et jouer un rôle intégrateur en tant que pôle de développement dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Nous sommes ici pour éveiller la conscience et le renouvellement de la mentalité du leader et de sa nécessaire obligation d'incarner les valeurs humanistes et républicaines pour ainsi réussir la mutation sociale que notre peuple attend de nous pour l'amélioration de son vécu quotidien. Nous devons ainsi passer à la loupe au sein des différents groupes thématiques les dossiers urgents de la République pour qu'à tant qu'opposition constructive et société civile responsable, nous pouvons non seulement critiquer ce qui n'a pas été fait, mais aussi et surtout proposer ce que nous ferions et ferons demain. Mettre les citoyens au centre de toute action et de toute vision devra être notre leitmotiv pour construire ce Congo de nos rêves, où la dignité des Congolais sera réalité. C'est une véritable révolution du leadership que nous entendons instaurer. Apprendre à nous oublier pour être au service de la nation, rien qu'au service de la nation. C'est l'essence même du changement que nous avons le devoir d'imprimer en tant que leader, en prenant les précautions à ce moment où nous amorçons un virage crucial de nous assurer que nous allons réellement amener le Congo au rendez-vous avec son propre destin. Ceci ne peut être possible que si, dans un esprit de dépassement de soi, que nous amenions l'ensemble de la classe politique, majorité, opposition, société civile, à intégrer des dépassements de soi dans un esprit de tolérance mutuelle où les politiciens ne devraient pas confondre l'adversité politique et l'animosité. En effet, nous qui avons toujours exprimé la crainte de la balkanisation qui menace notre pays, il nous faut comprendre qu'un pays exposé ou miné par des querelles intestines des individus et dans des agendas cachés ou personnels, est inéluctablement appelé à disparaître ou à s'enfoncer dans la déchéance ou à vivre sous la dépendance des autres. Regardons ce qu'est le Congo aujourd'hui. Malgré les potentialités et les taux de croissance les plus élevés d'Afrique et qui fait rêver le reste du monde, le Congo est sous la perfusion et l'assistance de la communauté internationale. Que devons-nous faire pour renverser cette tendance? La réponse à cette interrogation viendra des réflexions que vous allez mener dans les différents ateliers de travail et à travers les thématiques qui vous ont été soumises par notre commission technique. Il est des symptômes qu'un malade ne saurait cacher devant le médecin. Notre pays est en train d'être traversé par des turbulences que nous invitons assez régulièrement et facilement à l'étranger, illustrant ainsi notre propre responsabilité. Un pays en construction, aussi bien sûr sur le plan économique et démocratique, peut-il s'accommoder d'incessantes révisions constitutionnelles? Cela est un signe d'instabilité et du dysfonctionnement institutionnel, surtout quand ces révisions ne sont pas dictées par la volonté de résoudre une crise fondamentale et durable. C'est ici parce que notre pays va mal. Il va mal dans ce qu'il a de fondamental, c'est-à-dire le respect des règles et l'exercice des droits politiques garantis par la Constitution. Vous vous souviendrez qu'en 2006, à l'issue d'une période de transition, nous avons participé tous à différents degrés aux premières élections libres et démocratiques depuis l'époque lointaine, puis né de l'accord global et inclusif de Sun City. Le monde entier a salué l'exemple de la République démocratique du Congo, qui venait de montrer par ces élections réussies qu'elle était en voie de penser ces profondes blessures nées de crises de légitimité. Malgré les imperfections qui n'ont pas manqué, en 2006, nous avons tous salué les pas des géants qui venaient d'être franchis par la classe politique. Hélas, pour des raisons qui me seraient fastidiées d'énumérer ici,
Les élections de 2011 ont été un fiasco. De l'intérieur du pays ainsi que de toutes les missions d'observation, cette expérience a profondément fait reculer les acquis démocratiques en matière électorale, la confiance dans nos institutions. Les fractures au sein de la classe politique firent les seules descriptions possibles du chaos provoqué par ces élections qui firent un déni démocratique. Nous avons ainsi perdu et continuons à perdre la crédibilité au sein de la communauté internationale. Désabusé, le peuple a adopté une attitude de rejet du noble engagement politique et s'est réfugié dans tous les extrémismes pour échapper à la conscience de vivre la manifestation de sa volonté. Cette situation n'ayant pas échappé à la classe politique, elle s'est mobilisée, poussée par l'opposition et la société civile, pour corriger dans la mesure du possible les erreurs de 2011, d'entamer tant soit peu la résolution du lourd contentieux électoral né des élections transparées à travers toutes sortes de stratégies. Il en est ainsi du recensement projeté pour 2015. Cette opération est supposée précéder les élections locales, municipales et urbaines. Comment le gouvernement va-t-il trouver le temps de faire aboutir ce recensement au même moment avec le concours de la CENI arrivé à organiser les élections locales, municipales, urbaines pendant la même période, alors qu'aucun crédit n'est prévu ni pour le recensement ni pour les actions préélectorales telles que l'actualisation du fichier et de la cartographie électorale. C'est là une matière sur laquelle nous devons nous pencher pour vérifier cette corrélation que le pouvoir de la CENI semble établir comme obligatoire entre le recensement et l'organisation des élections locales, nécessaires pour nous mener vers une décentralisation effective. Chers participants, en définitive, vous avez une lourde responsabilité. Nous avons une lourde responsabilité de formuler des contre-propositions qui rassemblent toutes les filles et tous les fils du Congo et éviter d'offrir au monde une image d'une classe politique qui est faite pour ne jamais s'entendre. Pour y parvenir, je nous exhorte à travailler dans la tolérance, le respect de l'ordre et donc privilégier ce qui nous unit. Je ne puis terminer ces mots sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les salutations de nos frères Moussa Nyabissi et Nzanga Mobutu, respectivement président du RCD KML et de l'IDEMO. Ils m'ont chargé de le faire et j'ai voulu le faire avec eux. Chers participants et chers compatriotes qui nous suivent à la télévision, nous voulons dire en un mot que ce changement de mode de scrutin et la feuille de route de la CENI et toutes les réunions qui ont été faites autour de cette conspiration contre le peuple congolais n'est ni moins ni plus qu'un coup d'État constitutionnel que nous devons éviter par tous les moyens. Le peuple doit se lever comme un seul homme et dire non à la révision constitutionnelle, non à la confiscation de ses droits de voter et de sanctionner ses dirigeants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il nous guide dans nos travaux. Je vous remercie. Merci. Nous disons un grand merci à l'honorable Vital Kamerhe pour son... Les institutions et services de l'État sont animées par les mandataires et agents au regard de leur excellence et compétences choisis par le peuple à qui revient la souveraineté nationale. Article 5 de notre Constitution. Il ne faudrait pas que les mœurs publiques s'altèrent davantage quant à ça. La Convention de Sommet dit qu'il doit prendre des résolutions à présenter au peuple pour que l'esprit public soit rassuré et resserré. Dans le contexte actuel, il est aberrant d'affirmer la primauté de l'État, tout en dressant la police et les services de renseignement contre le peuple dont il est l'émanation, alors que celui-ci l'a perdu notamment en abandonnant d'importants leviers
de commandes sociales susceptibles d'engendrer l'osmose. Ici, nous faisons allusion à l'activisme de la police qui casse les tables des mamans, les étalages et qui brûle même les marchandises. On ne peut pas comprendre qu'au-delà de cela, on ne propose rien à ce peuple. On le contraint à s'ériter sur lui-même dans la misère, dans la désolation et à mourir. Le sens de l'État doit être restauré dans sa valeur intrinsèque en tant qu'autorité de régulation et cela constitue la balance globale entre le souverain primaire, l'État et les institutions. Il revient de droit à la société civile d'exercer le contrôle social de responsabilité, de participation et de contrôle de tous sur tous. À cet effet, elle doit se libérer de la conception traditionnelle et volonté de s'engager avec ardeur et compétence dans le nouvel espace politique pour renouveler le nouveau défi qui se présente en notre société. La société civile doit développer une grande capacité d'analyse de la situation réelle des faits et la capacité de transformer leur véracité en une socialisation efficace auprès de l'opinion et agir avec anticipation. C'est dans cet ordre que la société civile l'a initié, avait entrepris en 2012, peu après les élections chaotiques de 2011, le dépannage du processus démocratique ici, dans notre pays, en initiant la dirigée jadis par le pasteur Ngoué-Moulunda, déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 28 mai 2012, ayant finalement eu gain de cause. C'est cette même détermination, devant les hésitations et carences de clairvoyance des autres acteurs de la société congolaise, qui nous a obligés de ratisser large, d'entrer dans une relation de réel partenariat avec toutes les forces sociales ou politiques du pays, poursuivant et agissant dans l'intérêt immédiat. La personne de Malouman, non crédible, et prenant une casserole depuis 2006 et qui doit démissionner. La personne de Maloumalou Apollinaire, non crédible, et traînant une casserole depuis 2006 et qu'il doit démissionner. Amplifier la stratégie de la réforme des signatures de la pétition Maloumalou. Élaborer un programme d'action, meeting populaire, marche, journée ville morte, pour actualiser l'engagement du peuple. L'affirmation contenue dans le compte rendu de Kingakati selon dans la République et sa majorité aurait reçu du peuple en 2011 le pouvoir de vouloir et de faire institutionnel pendant 5 ans est une aberration. Un indicateur qui étale au grand jour la conception du mandat public par les auteurs. La Convention doit répondre à ces messieurs. Ils n'ont pas le droit d'inverser le rôle en imposant au peuple des décisions contraires à ses intérêts vitaux. La Convention doit s'attarder sur la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. La Convention doit veiller à socialiser les droits humains de manière à en faire un concept populaire, une affaire de chaque Congolais. La Convention doit trouver. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et je dis, cher ami Pierre-Jacques Chaloupa, nous sommes contents que tu sois ici parmi nous aujourd'hui. Peuple congolais, chers délégués à la Convention, soyez bénis. La situation extrêmement pénible de la RDC a commencé avec l'entrée de l'AFDEL dans notre pays en 1997. C'était un coup de force
dont les conséquences néfastes se font sentir aujourd'hui. Nous pensions qu'avec l'organisation de la conférence nationale souveraine, notre pays allait prendre un nouvel élan. Hélas, Mobutu, après son coup d'État sur Joseph Kasavubu en 1965, a réédité un autre en douce en avril 1994 pour qu'à son tour, il soit bouté dehors par les Rwandais et les Ougandais en mai 1997, avec un Congolais, ancien rebelle dénommé Laurent Désiré Kabila. Ce dernier a été assassiné par on ne sait qui, mais il y a des Congolais qui croupissent en prison parce qu'ils ont eu le tort d'être ses collaborateurs. La succession s'est passée dans des conditions étranges qui s'apparentent à un polar de Gérard Devilliers. Et voilà près de 17 ans après la mésaventure de l'AFDEL, le pays n'arrive pas à se relever. Il y a eu l'accord global et inclusif de Sun City qui a suscité beaucoup d'espoir, mais c'était sans compter avec la ruse du pouvoir de Kinshasa et des lobbies étrangers qui se nourrissent du pouvoir dictatorial. Les élections de 2006, comme celles de 2011, étaient une mascarade pour pérenniser le pouvoir militaire ardélien. Tout le monde se rappelle comment M. Malouma, alors président de la commission électorale indépendante, CEI, avait proclamé les résultats de l'élection présidentielle de 2006 sous la protection des chars de combat à l'église Sainte-Anne. En 2011, nous nous rappelons comme si c'était hier, la séance ubuesque de signature par les membres de la CNI du document contenant les résultats en présence de certains ambassadeurs des pays occidentaux qui, eux, connaissaient déjà les résultats, avant tout le monde, avant les Congolais. Avant l'annonce des résultats des législatives, nous avons tiré la sonnette d'alarme en discutant avec M. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, en visite en Kinshasa pour que toutes les mesures soient prises afin d'engager un dialogue franc et sincère pour résoudre la crise de légitimité que venait d'imposer au pays M. Ngoï Mourounda et ses acolytes. Mais on nous a demandé d'attendre les résultats des législatives qui, elles, furent encore plus catastrophiques avec le phénomène des nominations. M. Ngoï Mourounda recevant des instructions d'en haut pour nommer les députés à l'Assemblée nationale. Les députés nommés, oui, il faut venir au Gondwana pour voir cela. Et depuis, la crise de légitimité s'est installée durablement au pays à cause de cet autre coup d'État dont le pays n'avait pas besoin. J'ai parlé de Gondwana, mais curieusement, la semaine dernière et cette semaine, on a répété notre avis maman sur RFI avec l'article 220, donc vous comprenez si les Gondwana se trouvent où. Depuis ce moment, c'est-à-dire après l'annonce des résultats farfelus des élections organisées par une commission électorale dirigée par un aventurier sans vergogne, accompagné de quelques membres de l'opposition sans idéal politique. L'opposition politique s'est recherchée et continue à se rechercher. La question difficile que nous nous sommes posée était de savoir s'il fallait, oui ou non, siéger à l'Assemblée nationale avec des députés nommés. Vous connaissez que personne n'a réussi jusqu'aujourd'hui à prouver. Cette convention sera l'occasion de passer en revue tous les abus et toutes les restrictions des droits humains et des libertés fondamentales des citoyens, notamment des opposants au régime de M. Kabila. J'ai cité, en plus de Diomi Dongala, le pasteur Koutino, honorable Zangui Moïndou,
le général Eli Kapen, M. Patrick Palata, Madame Marie-Josée Kabungama et son fils Stallone Madoudou, M. Verdict Mitoutoua et le présumé assassin de Laurent Désiré Kabila et tant d'autres prisonniers d'opinion. Dans le même ordre d'idées, devoir de mémoire oblige, nous devons par tous les moyens chercher à connaître, à savoir les vraies raisons de la mort du général Mamadou Nzala. Chers compatriotes, pour terminer, comme le disait si bien Martin Luther King, je cite, nous devons tous ensemble nous mobiliser comme des frères, comme contre un régime fasciste. Sinon, nous allons tous disparaître ensemble comme des idiots. Voilà pourquoi notre convention est arrivée à point nommé pour donner des réponses claires aux questions que les Congolais se posent. Bonne convention, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse. Merci. De la pétition, et nous pensons que c'est le clou de cette convention parce que nous devons continuer ce travail, mais comme vous le savez, parmi les objectifs de ce mois RDC, eh bien, il y a la consolidation de la démocratie et la résolution de la crise de légitimité. Nous pensons qu'ensemble, nous allons devoir y travailler. À présent, nous allons passer au deuxième moment. De ne pas briguer ces postes. Quelle honte, quel affront. Monsieur Malou Malou a été appelé en renfort pour mettre en place toutes les conditions de pérennisation du pouvoir kabiliste. Raison pour laquelle il ne veut pas organiser l'audit du fichier électoral. Fichier électoral qu'il a mis en place avant d'être remplacé par Ngoï Mourounda, des tristes mémoires. Et il a positionné, lui Malou Malou, dans les postes clés de la CENI, des hommes ou ces hommes des mains. La RDC a besoin d'enrayer définitivement les crises de légitimité. Et pour ce faire, il nous faut des élections crédibles, c'est-à-dire des élections justes, libres et transparentes. M. Malou Malou n'est pas capable d'une telle élévation. Il doit partir. Il doit dégager. Certains d'entre nous siègent, comme moi-même, à l'Assemblée nationale et d'autres l'ont boycotté. Nous avons accepté de siéger pour amener la dictature à se découvrir. Oui, aujourd'hui, elle se découvre au grand jour. Et nous sommes fiers d'avoir mis à mal la supercherie des ennemis de la démocratie. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabiliste. Du dialogue que nous réclamions, on nous a opposé les concertations nationales. Et pour ce faire, il fallait débaucher certains esprits faibles qui s'étaient réfugiés dans l'opposition pour grossir la mouvance kabiliste. C'est pour cela, alors que nous avons tous rejeté le 2 juillet 2013 l'ordonnance de M. Kabila du 26 juin 2013 convoquant ces concertations dans une déclaration commune de l'opposition, on a vu les autres sortir des rangs pour grossir la mouvance kabiliste et chercher à tout prix à devenir membres d'un gouvernement qu'ils ont qualifié au départ d'union nationale, devenu ensuite des cohésions nationales qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui, plus de 5 mois après les fameuses concertations. Il faut savoir que les ennemis de l'opposition congolaise ont commencé leur tentative de déstabilisation depuis le mois de mai 2013, avec l'idée de création du Front commun de l'opposition lors de la visite
du secrétaire général de l'ONU dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, comment M. Kabila a tout fait pour déstabiliser l'opposition politique congolaise avec la complicité de certains d'entre nous. Les concertations étaient une démarche pour liquider l'opposition afin d'avoir un parti unique appelé Mouvance Kabiliste, comme ce fut le cas pour le FR des tristes mémoires. Mesdames et messieurs, notre pays a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda, comme vous le savez, et comme nous allons le démontrer dans les travaux en commission durant notre convention. À la fin de la guerre, appelée guerre du M23, la population congolaise et l'Assemblée nationale avaient demandé au gouvernement de ne signer aucun accord avec les agresseurs. Mais le gouvernement a fait fi de la volonté de la population en allant signer à Nairobi un accord avec nos agresseurs. Aussi, M. Kabila, sentant 2016 s'approcher, a commencé à lancer ses turiféraires pour voir dans quelle mesure il pouvait se maintenir au pouvoir. M. Évariste Bochard a sorti son livre fin mai début juin, intitulé La révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Initiative que nous avons combattue au niveau des forces acquises au changement en faisant signer la pétition « Touche pas en 220 et pas de présidence à vie en RDC ». Après M. Bochard, M. Minakou, président de l'Assemblée nationale, a commencé une campagne pour faire passer les messages qui consistaient à dire que Kabila partira les jours où il y aura élection dans ces pays, en invoquant l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution. Nous l'avons contré en faisant clairement comprendre que cette disposition constitutionnelle devait se lire avec l'article 73 de la même Constitution qui dispose, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par